Allô, moi c'est Laurence. Moi, c'est Vicky. On est deux diplômés en anthropologie de l'Université Laval. Puis si tu te demandes ce que ça fait un anthropologue, viens-t'en qu'on en jase entre potes. Si vous aviez à deviner qu'est-ce que ça fait un anthropologue, qu'est-ce que vous diriez? Oh, aïe, aïe, Je sais pas c'est quoi un anthropologue. Eh boy. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée pour le présenter. Étudie les anciennes sociétés. Ça les oiseaux. Tu vois quelque chose avec le bois ou... Quelqu'un qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat. Une version ancienne de l'archéologie. Non, vraiment, là, non. L'anthropologue, mais ça étudie l'anthropologie. Maman, c'est quoi l'anthropologie? Tu veux que je réponde à qu'est-ce que ça fait? C'est quelqu'un qui étudie l'être humain. Ça étudie les mœurs, les gens. C'est comment qu'ils sont, comment qu'on est, comment que ça marche, comment que ça a été. C'est un découvreur de racines des nations et des peuples. Je suis très respectueux des anthropologues. Bienvenue à un autre épisode d'Entre-Potes, le balado qui démystifie l'expérience concrète de l'anthropologie francophone canadienne vécue et racontée par des anthropologues de tous les horizons pour le grand public. Allô, Vicky! Allô, mon ami! Comment tu vas? Ça va vraiment bien, toi? Hey, ça va tellement bien, là. Puis, je suis particulièrement énervée Dis-moi pas, aujourd'hui. dis-moi Je te pas. le dis, je suis particulièrement énervée. Parce que cet épisode-ci, c'est notre premier épisode avec un partenaire et on a l'honneur d'être en partenariat avec l'Anthropoblog pour cet épisode-ci. Laurence, tu veux-tu dire un peu qu'est-ce que c'est ça? Yes! L'Anthropoblog, dans le fond, c'est un blog du département d'anthropologie de l'Université Laval qui offre la possibilité aux étudiants et étudiantes de maîtrise et de doctorat de publier des billets de blog à propos de leur terrain. Donc, c'est là que les étudiants et étudiantes vont présenter des réflexions sur les défis, les apprentissages de leurs enquêtes de terrain. Donc, pour aller chercher du très concret, là, c'est très, très, très intéressant à aller lire. Oui, puis ça s'inscrit aussi très bien là, dans la mission d'Anthropotes, qui est de mettre concrètement là, les expériences des anthropologues de l'avant. Donc, super blog avec plein de sujets diversifiés, plein d'étudiants et étudiantes qui nous font part de leurs réflexions. C'est génial. Et d'ailleurs, on a la chance inouïe, mesdames et messieurs, de recevoir avec nous quelqu'un qui a écrit justement un excellent blog sur Anthropoblog, un excellent billet. Et notre invitée, sans plus attendre, c'est Émilie Elcoury. Comment ça va? Ça va, merci de m'avoir invitée là. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Ben nous aussi, on est complètement en extase de t'avoir avec nous. Surtout que, justement, c'est la première fois pour ma part que je te rencontre, mais j'ai beaucoup entendu parler de toi. On a des amis en commun, fait que c'est super. D'enfin pouvoir faire ta connaissance en personne, en écran. Parce que tu es à distance. En virtuel. Oui, voilà. Hey, je vais prendre le temps de t'introduire, de te présenter un petit peu pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de te rencontrer encore. Donc, Émilie, tu as un parcours académique qui est à la fois cohérent et multidisciplinaire. Donc, tu as fait non pas un, mais 2 masters. Le premier portait là, sur l'impact des contes populaires pour enfants sur la perception du monde à l'adolescence. Notamment à travers des récits comme celui du Petit Chaperon Rouge, par exemple. Et ton deuxième master portait plutôt sur la perception qu'ont les jeunes bruxellois des groupes souvent qualifiés de terroristes comme le Hamas ou Al-Qaïda. Et ça t'a permis, là, justement, de réfléchir à différentes questions, notamment aux tabous, puis analyser l'impact des perceptions là, des violences terroristes, par exemple. Tu as ensuite obtenu ton doctorat. Ta thèse s'appelle « Lutte armée ou radicalisation violente, expériences subjectives et perspectives des femmes bruxelloises, béroutines et montréalaises de confession musulmane ». Et justement, on le sent dans ton titre, là, ta spécialisation, c'est vraiment l'étude du Moyen-Orient, du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, mais tu t'intéresses aussi aux questions de genre, à l'impact des violences terroristes ou à la violence perçue comme telle par les populations locales. Tu n'as pas arrêté là, parce que tu es une femme d'ambition. Et depuis 2023, tu es chercheuse postdoctorale au CIDP, donc le Centre for
Center for International and Defense Policy de l'Université Queen's. Et dans le cadre de ton projet actuel, tu vas t'intéresser notamment à la mise en œuvre de la résolution 1325, Femmes, paix et sécurité, ou WPS, Women, Peace and Security, au sein des forces belges et canadiennes. Donc, c'est tout qu'un CV que tu as là. Oui. Merci pour l'introduction. Ça fait plaisir. Écoute, sans plus attendre, Émilie, on va passer au vif du sujet avec The Question. C'est quoi la chose la plus funky qu'on t'a dit sur les anthropologues ou sur l'anthropologie? En fait, on m'a dit plein de choses là, mais souvent on me disait que c'était la science. On pensait que j'étais une archéologue. Et en fait, j'ai pensé à cette question parce que vous me l'aviez posée bien avant. Et ce week-end, je suis partie à Ottawa et j'étais dans un Uber. Et j'aime bien parler au chauffeur. Et là, le type, il me demande c'est quoi un anthropologue. Et je lui explique mon sujet de thèse et ce que je faisais. Et là, il me fait, t'es un ingénieur des émotions. Et j'ai trouvé ça cool. C'est donc bien poétique. Oui. Ouais. Il me dit du coup, en fait, parce qu'il me dit les anthropologues, parce que je lui disais que pour moi, un anthropologue, c'est comme un psychologue de la société. Tu peux prendre 5 anthropologues, ils vont comprendre la société d'une façon différente, 5 fois différemment. Et il me fait, et là, c'était chouette, je trouvais c'était assez particulier. C'est la première fois qu'on me dit que j'étais une ingénieure des émotions. En gros, que j'accepte, que je tolère tout dans une acceptation limitée, on dira. Mais voilà, du coup, je trouve ça, j'aime beaucoup ce mot, ingénieur des émotions. Oui, non, c'est la première fois que j'entends ça. C'est toujours intéressant, des discussions avec des chauffeurs. Oui, puis de voir comment nos explications sont interprétées par des gens qui sont pas des connaisseurs ou des connaisseuses du sujet. Là. Fait que c'est super cool. Puis là, tu as devancé ma deuxième question, Émilie. J'allais te demander de résumer très succinctement l'anthropologie, mais tu disais c'est comme des psychologues de la société. Oui, c'est ça. En fait, pour moi, un anthropologue, c'est quelqu'un qui veut comprendre la société d'une façon large, mais pas que la société, le monde, en fait. Pourquoi les humains, nous, on est sur Terre? Comment on fait pour survivre? Pourquoi on choisit cette communication-là pour communiquer avec X ou X, Y, Z? Pourquoi on socialise comme ça? Pourquoi on mange comme ça? Et pourquoi on réagit comme ça? Et du coup, chaque personne vont réagir ou vont percevoir les choses d'une façon différente. Ils vont expérimenter les choses différentes qui fait que c'est pour ça que je dis qu'on est des psychologues de la société, parce que nous trois, à la fin du podcast, on va avoir une perception du podcast totalement différente, bien qu'on a vécu la même chose. Si tu demandes, par exemple, moi, mes sœurs et mes frères, on a vécu dans la même famille, mais on a vécu les mêmes expériences, mais on a des visions totalement différentes de ces expériences-là. Oui, je dirais ça. J'aime ça ton analogie, avec les expériences humaines uniques. C'est ça. J'aime bien dire qu'on a tous un petit sac à dos invisible et que, par exemple, et que du coup, même si on partage les mêmes expériences, ce sac à dos invisible, avec les différentes socialisations qu'on va avoir, on a des amis différents, des copinages différents et tout, qui fait que ce sac à dos, il se remplit. Et même si on a les mêmes expériences, tu te balades avec ce sac à dos-là. Qui fait que, je sais pas si je m'exprime bien. Oui, non, j'aime ça l'image du sac à dos, c'est-à-dire que sur notre chemin, on va décider de mettre des choses différentes ou on va trouver des choses différentes que quelqu'un d'autre juste parce qu'on n'a pas le même regard ou parce qu'on s'intéresse pas nécessairement aux mêmes choses. C'est ça, ça teint beaucoup notre manière de faire de l'anthropologie à chacun, chacune. Oui, exactement. Hey, toi, tu as quand même ethnographié les femmes musulmanes qui font face à la radicalisation violente. D'ailleurs, ton billet de blog que tu as publié là, en 2021, si ma mémoire est bonne, il relate un petit peu de ton terrain de doctorat. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette expérience de terrain-là? Comment on se prépare un terrain sur un sujet peut-être aussi sensible là, et justement émotif, là, mettons?
Oui, c'est ça. Merci pour la question. En soi, moi, j'avais choisi de faire ce sujet de thèse parce que quand j'ai vécu la moitié de ma vie entre Beyrouth et Bruxelles, en fait, pour comprendre ça. Et en fait, j'ai fait mes premières parties universitaires au Liban et je suis revenue en Belgique faire mon second master. Et quand je suis arrivée en Belgique, du coup, j'avais 21 ans. Quand je me présentais, je disais, ouais, je suis d'origine libanaise, mais belge et tout. Et on me demandait toujours ma religion. C'est une question qu'on m'avait jamais posé la question au Liban. C'est une question, on ne pose pas cette question. Et du coup, je disais, au Liban, on a des chrétiens, des musulmans, des juifs, c'est très commun. C'est même pas une question. Et là, on me demandait aussi souvent, c'est quoi mon avis sur Al-Qaïda, alors que j'étais pas spécialiste sur les mouvements terroristes. Et là, je me suis rendu compte que quand tu es de confession musulmane ou d'origine musulmane, parce que tu peux être d'origine musulmane sans pratiquer la religion, on te pose ces questions en Belgique. Alors, je me suis dit, j'aimerais bien comprendre comment des jeunes bruxellois musulmans perçoivent les mouvements dits terroristes. Alors, comme je connaissais bien le groupe Hezbollah parce qu'il est au Liban, je me suis dit, je vais mettre le Hamas et Al-Qaïda. Et là, j'avais rencontré 36 jeunes Bruxellois, hommes et femmes. Et en fait, à cette époque-là, à Bruxelles, c'était en 2012, on a beaucoup de personnes qui sont parties rejoindre l'État islamique. Et du coup, j'ai rencontré des gens en fonction de la technique de effet de boule de neige, là. Et là, en fait, les personnes que j'ai rencontrées, dès qu'elles m'expliquaient un peu leur perception par rapport au mouvement de lutte armée, elles baissaient la voix et elles me disaient, tu sais, en fait, je connais quelqu'un qui est parti rejoindre. Et ils savaient pas, à cette époque-là, on ne savait pas c'était quoi l'État islamique, on ne savait pas c'était quoi le Daesh, tu vois. Mais ils avaient honte. Honte de dire que leur cousin était parti, leur sœur était partie, et ils m'expliquaient le fait que c'était dévastateur dans leur famille, en fait. C'était comme s'il y avait une sorte de maladie qui avait infesté leur famille, que du coup, plus personne ne voulait leur parler. Et j'ai voulu expliquer, comprendre ce tabou, en fait, l'impact de, par exemple, si moi, mon frère a choisi d'agir avec cette communication venant quel terrorisme, comment ma vie va changer, je ne serai plus Émilie, je serai la sœur d'eux, et je perds tout, en fait, je perds toute mon identité. Et les gens vont avoir peur de me parler parce qu'ils vont dire, ah, si j'approche Émilie, ça se peut que je vais avoir cette infection et je voudrais rejoindre ce groupe terroriste. Alors du coup, quand je suis arrivée au Canada, j'en avais parlé avec mon directeur de recherche et il m'a dit, ce serait chouette qu'on fasse une étude comparative sur 3 continents différents, sur 3 villes différentes. Et la seule chose qui relierait ces personnes-là, c'est qu'elles sont musulmanes et qu'elles ne le ressentent pas, que quand tu es dans une famille, tes parents sont musulmans, du coup tu es musulman, juste que tu ressentes que tu es musulmane. Et je me suis intéressée au mouvement terroriste musulman. Il y a plein d'autres mouvements, c'est juste que moi, je m'intéressais aux mouvements extrémistes qui utilisent la religion pour atteindre leur interprétation de cette religion, pour atteindre leur but précis. Et du coup, j'ai fait un terrain du coup à Bruxelles, Montréal et Beyrouth. Et à Bruxelles, j'ai recontacté en fait des femmes que je connaissais de mon master. Avec mon terrain, je reste toujours en contact avec les personnes. Je pense qu'en tant qu'anthropologue, on devient presque, je dirais pas, on devient comme des amis en fait. Enfin, moi, je suis anthropologue engagée. Pour moi, c'est grâce à eux que je fais ce terrain. Et sans eux, je pourrais pas faire le terrain. Et du coup, j'ai recontacté une dame que je connaissais qui m'avait parlé de ses cousins qui étaient partis. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes. Et en fait, ce qui m'avait surprise, c'est que j'avais prévu 3 mois par terrain. Et en fait, moi, mes entrevues, c'était des récits de vie. Sauf que ce que je disais, je leur posais 3 questions en me disant qui tu es. Ah, aussi, j'ai basé sur les femmes parce que quand j'ai fait mon terrain de master, je me suis rendu compte que les femmes, elles étaient plus il y avait ce tabou, mais il y avait un impact aussi, il y a une islamophobie en fait assez flambante, en tout cas en Belgique à cette époque-là, en mode, et surtout les femmes qui ont que quand tu vois, elles sont de confession musulmane, qui portent des signes ostentatoires religieux, qui fait que directement, si tu portes un voile, tu peux être plus atteinte de remarques pas sympathiques, on va dire, parfois dans des situations. Et je me suis rendu compte que les femmes étaient plus touchées par ce sujet, elles étaient plus émotives. Je sentais qu'il y avait un mal-être et ça m'avait vraiment émue en fait. Je me mettais à leur place en fait. Bien que je ne suis pas musulmane, je suis agnostique et tout, mais je me disais, c'est horrible en fait de se sentir belge et d'avoir ce sentiment de je dois me battre pour montrer que je ne suis pas juste une personne qui porte un voile. Elles étaient hyper contentes aussi que je leur demande leur avis en mode, ah, tu prends en considération mon avis, je ne suis pas juste une personne qui porte un voile, qui fait que c'est pour ça que je me suis basée sur les femmes en tant que telles.
Alors en Belgique, j'ai rencontré une trentaine de personnes. Du coup, en Belgique, ce qui était assez difficile, c'était gérer ses émotions. Parce que quand vous êtes... Du coup, je disais aux personnes qu'elles pouvaient choisir l'endroit qu'elles voulaient. Alors, j'allais chez elles ou dans des cafés ou dans des restaurants ou autres. Et par exemple, elle préférait parfois qu'on aille à l'intérieur, enfin, chez elle. Et par exemple, il y avait une dame qui m'avait invitée chez elle. Elle m'avait contactée, je ne savais pas qui elle était. Je savais juste qu'elle avait un lien avec une personne qui était partie ou qu'elle connaissait quelqu'un. Et quand j'arrive chez elle, les maisons en Belgique, elles sont sur 3 étages ou 4 étages, tu montes les escaliers et tout. Et là, je me rends compte qu'il n'y a pas de porte. Tout est ouvert et il y a des miroirs partout. Je vois ça, mais je dis rien. On commence à discuter et tout. Et là, je lui fais, pourquoi il y a des miroirs et il n'y a pas de porte? T'as des voiles, en fait, sur les portes pour rentrer. Et là, elle me fait, oh, c'est plus facile, c'est pour quand la police, elle vient, elle casse pas tout. Je fais, ah ouais? Et là, elle me fait, mais en rigolant, elle le dit, mais... Et là, elle me fait, oui, parce qu'en fait, Et en fait, au fil de la discussion, je me rends compte que c'est une maman qui a sa fille qui est partie rejoindre ce groupe terroriste. Et elle me dit que vu qu'elle était toujours en contact sur WhatsApp, et ben, du coup, la police savait qu'elle avait un contact avec la police savait qu'elle avait un contact avec sa fille. Et du coup, il venait lui demander, dès qu'elle avait un contact, il passait à 3-4 heures du matin pour être sûr qu'elle soit là et lui poser des questions. Ouais. Et du coup, elle me disait qu'elle, elle vivait une sorte de peine. Ben, elle a perdu sa fille. C'est plus, c'est pas sa fille est partie, c'est j'ai perdu ma fille, quand elle disait. Et elle me disait que du coup, ils étaient considérés comme des personnes de seconde zone. Et elle me disait que quand tu as des personnes qui sont parties rejoindre l'État islamique ou que tu connais quelqu'un, tu perds ta job, tu ne peux plus ouvrir un compte bancaire, ta famille ne te parle plus, tes amis ne te parlent plus et tu tombes en dépression. Tu n'as pas d'aide pour t'aider, tu n'as pas de soutien, même s'il y a des soutiens, mais tu n'as pas assez de soutien. Et du coup, j'explique beaucoup dans ma thèse cet isolement en fait de personnes et cette sensation de se sentir gênée, de dire qu'elle souffre alors que c'est sa fille qui est partie rejoindre un groupe terroriste en tant que tel, tu vois. C'est ça, c'est particulier parce que tu t'intéresses vraiment aux gens qui restent, les gens qui sont restés, mais qui subissent quand même les conséquences de... Ben oui, je m'intéresse surtout aussi à l'impact des conséquences d'une personne qui choisit cette communication violente. Et en fait, les personnes qui sont associées malgré elles, leur vie, elle s'arrête en fait en tant que telle. Au Liban aussi, mais au Liban, c'était différent parce qu'au Liban, j'étais assez surprise, la majorité des personnes qui m'avaient contactée étaient des membres du Hezbollah. Je pense que vous avez beaucoup entendu parler du Hezbollah ces 2 dernières années. Et en fait, elles étaient fières. Parce qu'en fait, en Syrie, à cette époque-là, contre l'État islamique, tu avais le groupe du Hezbollah qui se battait contre l'État islamique parce qu'il est pro-chiite. L'État islamique, il est sunnite, mais c'est une vision extrémiste du sunnisme. C'est pas la vision sunnite en tant que telle. Ça, il faut bien le comprendre. Et du coup, ce groupe, considéré comme terroriste ou pas, ça dépend qui le considère comme terroriste. Mais on le considère terroriste parce qu'il a on va dire, 2 branches. Il y a la branche sociale et la branche armée. Sa branche armée est considérée comme terroriste. Et du coup, quand j'étais au Liban, tu as plein de femmes qui m'ont contacté de ce groupe du Hezbollah en me disant qu'elles étaient fières que leurs frères, leurs sœurs, enfin même leurs sœurs, leur père, leurs cousins sont dans ce groupe-là. Et pour elles, il y avait cette dichotomie en disant que les personnes qui sont avec le Hezbollah, elles étaient très fières de dire elles étaient fières des actions, en fait, de leurs connaissances qui étaient parties rejoindre ce groupe terroriste, en fait. Et du coup, aussi, elles étaient contentes, entre guillemets, que moi, belge, travaillant au Canada, que je parle de ce groupe-là et d'une façon différente et de leur perception de la chose dans une université canadienne, en fait. Mais c'est fou, comment tu as fait pour naviguer les différentes attentes des participantes sur les différents sites de ton terrain? Parce que c'était clairement pas la même game à Bruxelles que ce l'était à Beyrouth. Puis j'imagine, tu n'as pas encore parlé du cas de Montréal, mais j'imagine que ça devait être très différent aussi. Oui, en fait, moi je dis que ma thèse, c'est 3 thèses différentes parce qu'on a vraiment voulu avoir 3 continents, 3 villes différentes, mais c'est pas parce qu'elles sont de confession musulmane et que c'est des femmes qu'elles ont la même perception. Et en fait, je leur demandais toujours, c'est quoi ta vision de l'islam et qu'est-ce que tu penses de ce groupe-là?
Elles avaient toutes des visions différentes, même si elles vivaient dans la même ville. Et du coup, quand j'étais au Liban, elles ne me parlaient que du Hezbollah, elles ne me parlaient pas de Daesh, alors qu'à Bruxelles, c'était de Daesh, de l'État islamique. À Montréal, la différence entre Bruxelles, Beyrouth et Montréal, c'est que à Bruxelles et Beyrouth, elles connaissaient le sujet. C'était un truc qui les touchait directement. À Montréal, les femmes que j'ai contactées, qui m'ont contactée, j'en ai pas eu beaucoup. Déjà, ça a été compliqué de rencontrer des personnes qui voulaient parler du sujet. Et dès qu'on en parlait ou qu'elles voulaient m'en parler, elles me parlaient de l'islamophobie. Elle ne me parlait pas de l'État islamique ou de groupes terroristes. Elle me disait, ouais, nous, on s'en fout, mais à cause d'eux, on a un impact négatif à Montréal. C'est qu'on subit l'islamophobie, on subit des attaques racistes presque sur nous, en fait. Du coup, quand vous allez lire Mada, c'est vraiment différent, là. Alors qu'à Beyrouth et Bruxelles, c'était vraiment dans le sujet du terrorisme en tant que tel. Puis justement, je me demandais, parce que bon, là, tu parlais du fait que quand tu es allé au Liban, les personnes que tu as interviewées étaient comme fières, puis étaient contentes que tu leur parles, puis de pouvoir te donner leur vision de la chose, puis que même en Belgique, même si c'était pas la fierté, mais plus, tu sais, justement émotif, ben tu sentais aussi qu'elles étaient contentes d'avoir l'occasion de dire leur point de vue. C'était quoi? Parce que quand on va sur le terrain, des fois, on est confronté à vraiment des gens qui s'attendent à ce qu'on les aide ou qui s'attendent à ce qu'on les rémunère peut-être ou qui s'attendent à ce qu'on devienne comme full amis. Tu sais, il y a tout le temps comme les gens, ils participent à nos recherches, mais des fois, il y a comme des attentes qu'ils ont envers nous. Est-ce que toi, tu as senti concrètement que ces gens-là espéraient quelque chose de la recherche, en fait? Oui, ouais, c'est hyper intéressant ta question. Oui, en fait, à Bruxelles, j'ai senti c'était comme un exutoire, en fait. Elles avaient besoin d'en parler. J'étais là en mode, elles étaient contentes que j'y étais. C'était un peu un moment cathartique, en mode, il y a une personne qui vient m'écouter sans jugement et qui va expliquer ce que je vis, en fait. Ouais. Personne ne les prend en considération. Si tu veux, c'est quand quand les personnes qu'elles connaissent sont parties rejoindre ce groupe terroriste, leur monde est tombé. Par exemple, là, il y a une des femmes que j'ai rencontrées, elle me disait que sa vie, bah tout, hein, mais elle, c'était assez plus intense, c'était en mode, sa vie s'est arrêtée. Et par exemple, elle loue un appartement, elle ne change pas d'appartement parce qu'elle est persuadée que sa fille va revenir un jour. Et ces personnes-là aussi, qui ont leurs enfants, qui sont partis rejoindre l'État islamique, ils ont des petits-enfants. Alors, qui sont nés sur le terrain, là, et du coup, elles sont en train de se battre pour reconnaître ces petits-enfants, mais ces enfants sont apatrides. Et du coup, elle m'expliquait cette bataille, en fait, pour amener ces petits-enfants. C'est ça. Puis, les émotions, en fait, moi, je suis quelqu'un de très engagé. En mode, quand je travaille avec quelqu'un et quand je fais de l'anthropologie, quand je fais mes terrains, c'est en mode, c'est parce que je care. Je veux vraiment mettre en avant les voix des personnes et les mettre en avant. Et je pense que c'était vraiment le but. C'est ça qu'elles avaient aimé, je pense. C'est qu'on parle d'elles, qu'elles existent. C'est des personnes. Parce qu'elles avaient l'impression qu'elles étaient presque déshumanisées. Enfin, c'est plus des personnes. Elles perdent leur identité. C'est plus c'est ça. Ils sont effacés de la map, là. Ouais. C'est ça, sur tous les points. Puis même pour aller ouvrir un compte bancaire et tout, après on va regarder ou par exemple si tu veux voyager, il y en a une qui me disait que ses fils, ou même elle, quand ils partaient, ils avaient leur comité d'accueil à chaque aéroport en fait. Parce qu'on les fiche, t'es fiché en fait sur Interpol ou autre en mode ok, tu vois, t'es fiché partout, du coup c'est bien, tu sais que quand tu vas quelque part, t'as des gens qui te sécurisent quelque part. Parce qu'elles en rigolaient, mais c'est pas marrant en fait. Mais non, c'est ça, c'est comme si leur identité était prise en otage en fait par cette situation-là. C'est-à-dire qu'on leur met une étiquette, puis ça les dépossède de leur propre sens individuel, là, en fait. Là. C'est comme puis pour des choix qu'elles-mêmes n'ont pas fait. C'est ça, exact. C'est fou, hein? Mais justement, dans ton billet de blog, tu mentionnes qu'à Bruxelles, tu as rencontré 37 femmes en 3 mois, puis qu'il a même fallu que tu filtres un peu, là, puis que parce que tu arrivais à saturation, là, il a fallu que tu refuses, entre guillemets, oui, il y avait encore plus de femmes que ça qui voulaient participer, je pense. Là. Ouais, c'est ça. C'est que moi, j'avais prévu 3 mois par terrain.
et aussi pour des questions financières aussi. Tu Mais sais, oui, c'est ça. j'étais étudiante à cette époque. Et du coup, les récits de vie que je faisais avec les femmes, ça durait entre 3 à 4 heures. Mais le truc, c'est que parfois, tu as des femmes qui voulaient me voir avant. Du coup, parce qu'elles voulaient être sûres que je ne suis pas une indict de la police qui vient grappiller des informations. Du coup, elles me contactaient, on avait des rendez-vous dans des petits cafés de 1 heure, je leur ai expliqué le projet, et après, on se redonnait rendez-vous. Mais tout ça, du coup, ça prend du temps. Et du coup, j'en faisais 2 normalement, maximum par jour d'entrevue. Mais quand tu fais Oui, parce que c'est 3 heures, exigeant, c'est là. énorme. Qui fait que j'ai pas pu, et il y en a que j'ai dû refuser là, pas parce que je voulais pas, parce que je suis sûre que peut-être que j'aurais appris d'autres choses ou d'autres expériences. C'est juste que j'avais pas le time et que j'avais pas. C'est des questions aussi financières parce que je devais partir après à Beyrouth. C'était vraiment, tu sais, pour le schedule qu'on avait prévu pour le doctorat. Mais il y a un truc aussi que vous disiez, j'ai un pensée là, qui est un petit qui pop-up, c'est quand j'avais rencontré ces femmes en Belgique. À cette époque-là aussi, il y a eu des attentats à Paris et à Bruxelles. Du coup, il y a des groupes en fait de victimes d'actes terroristes qui se regroupent. Et en fait, toutes ces femmes que je connais, les mamans, et les sœurs et tout, elles ont aussi un groupe de mamans qui ont leurs enfants. Du coup, tu as un groupe de mamans, si tu veux, de terroristes qui se rejoignent pour juste évacuer et ventiler entre elles. Et en fait, parfois, elles partent dans les réunions des parents ou de familles qui ont des personnes qui ont été victimes d'actes terroristes en Europe. Et là, il y a une dame qui me disait que sa fille était partie et son fils était parti aussi. Et là, elle me disait qu'elle avait rencontré une personne, que leurs enfants ils sont morts quand il y a eu l'acte terroriste à Bruxelles. Et elle sentait mal de se dire elle se sentait jugée en fait. Elle sentait que quand il y avait que sa peine était moins forte que sa peine à la peine de la personne qui a ses proches qui sont décédés à cause de cet acte terroriste parce que eux c'est des vraies victimes. Alors que sa fille, tu vois ce que je veux dire, c'était pas des vraies victimes, c'est leur choix en tant que tel qui sont partis et que du coup, elle peut pas souffrir. Et elle me disait que quand il y avait elle m'expliquait cette souffrance en mode, c'est comme si même leur souffrance n'est pas acceptable en fait. Il faut juste que tu te tais, tu dis rien en fait, tu restes dans ton coin. C'est un peu ça. Ouais. De là l'importance de donner une voix à ces gens-là. Là, tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention et ma curiosité. Qu'il y a des femmes qui voulaient te rencontrer d'avance pour être sûr que tu n'étais pas une indicatrice là, au service d'un gouvernement. Puis bon, je sais que toi, tu as adopté une posture réflexive un peu par rapport à ton terrain. Est-ce que tu peux nous parler un peu, c'est quoi en fait la posture réflexive d'un chercheur, d'une chercheuse? Dans ton cas, comment que ça a pu teinter ton terrain puis ta relation justement avec les participantes? Oui, moi, ça veut dire qu'en fait, c'est une sorte d'engagement entre moi et les participants. On crée ensemble le projet. Sans eux, je ne peux pas le faire, mais aussi, il faut que je me sente concernée par le sujet en tant que tel. Moi, je suis belge, mais je suis aussi d'origine libanaise. Au Liban, tu as vu des attentats à cause de l'État islamique. Et en Belgique, il y avait des attentats qui fait que c'était et le Canada, je vis au Canada, ça me touchait personnellement en fait. Enfin, quand il y a eu l'attentat du 22 mars en 2016 en Belgique, ma sœur était dans le métro. Je me rappelle, j'étais à Laval en résidence et je me lève à 7 heures du matin et je reçois plein de messages et je fais c'est weird, pourquoi? Et là, je vois mon cœur s'est glacé, je suis ok, on se calme. Je l'appelle, elle répond pas. Puis j'appelle mon père, j'appelle tout le monde et puis après on me dit non, c'est bon, elle est pas dedans. Mais tu sais, quand j'y pense, tu te dis, ça te touche en fait. Et puis quand il y a des attentats au Liban, ben, je me dis, OK, parce que mon père vit entre Bruxelles et Beyrouth, je fais, OK, est-ce qu'il est là? Tu l'appelles directement dès qu'il y a Tu te dis, c'est quelque chose qui me touche personnellement, qui fait que même si j'ai rien à voir avec ces groupes islamiques terroristes, et j'ai rien à voir avec la religion musulmane, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Je pense que ça toucherait n'importe qui en fait. Du coup, c'est ça. Puis pour la petite rencontre, en fait, je suis assez transparente. J'explique tout. Je lui explique pourquoi je suis intéressée par ça. Je veux vraiment que les personnes se sentent totalement en confiance. Et je lui dis, c'est grâce à toi, grâce à vous, que je peux faire cette recherche. Je fais cette recherche pour vous, qu'on mette votre voix en avant et qu'on puisse parler, qu'on puisse savoir que vous existez en fait en tant que tel. Qui fait que Et là, c'était la première fois que j'ai fait ça, c'était une femme.
qui a ses 2 enfants qui étaient partis rejoindre le groupe islamique et elle ne me l'avait pas dit. Elle ne me l'avait pas dit lors de notre petite rencontre. OK. Après, on a fait une entrevue et après, elle m'a dit qu'elle avait écrit un livre sur ça. Et en fait, aussi, toutes ces femmes, elles écrivent des livres. Du coup, j'ai leurs livres, j'en ai 3 en fait, pas toute la maison. Elles ont des livres sur le sujet en tant que tel. Et elles expliquent leur histoire, en fait, avec leurs mots. Mais c'est ça. Puis, juste un petit truc, quand je disais que les femmes au Liban, elles étaient très fières d'en parler, par rapport au Hezbollah, elles étaient fières, mais tu as des personnes qui n'étaient pas avec le Hezbollah aussi, hein, qui sont contre le Hezbollah et qui, eux, n'étaient pas fières du tout et qui étaient en mode elles en ont même honte d'en parler de ce sujet-là. Là. Du coup, la fierté de dire que la fierté d'être membre du Hezbollah, c'est vraiment les personnes qui étaient membres du Hezbollah, c'était des chiites, on va dire, mais les sunnites, elles n'étaient pas fières du tout, en fait. Elles avaient même honte qu'un groupe terroriste utilise la religion islamique, et là, c'était sunnite pour atteindre des buts terroristes, en fait. Alors que pour le Hezbollah, pour eux, c'est pas du terrorisme, c'est en mode on va sauver le monde, en fait. C'est pas terroriste de tout ce qu'elles font, pour eux. Ils sont pas perçus de la même... Ils perçoivent pas les actions de la même façon, ouais. Ils la perçoivent totalement différente, qui fait qu'il faut se mettre dans leur logique. En fait, il faut essayer de comprendre, parce que si tu comprends comment elles pensent, ben, tu peux comprendre après leur logique et après peut-être arriver à leur expliquer que, ben, en fait, peut-être qu'il y a d'autres avenues à utiliser moins violentes. Ouais. J'ai une autre question parce qu'encore une fois, dans ton billet sur l'anthropoblog, il y a 2 choses que tu mentionnes qui ont piqué ma curiosité. Donc, dans un premier temps, tu mentionnes que, bon, à Montréal, tu as fait tes entrevues en français, mais parfois aussi en arabe. Puis ensuite, justement, tu parles de ta posture réflexive, donc ta position, ton identité personnelle de chercheuse, que justement, bon, femme inscrite au 3e cycle, double nationalité, agnostique, et que des fois, ben, tu pouvais être perçue comme une confidente, une amie, une sœur de cœur, quelqu'un à qui on pouvait se confier. Une psychologue, une psychologue, exact. Est-ce que tu penses que ton identité, du fait que tu as passé un peu ta vie entre le Liban et la Belgique, est-ce que tu penses que ça a été facilitant? Est-ce que les gens, parce que justement tu partageais une partie de ton identité avec ces personnes-là, est-ce que ça a été facilitant ou au contraire, ça a été quoi cette relation-là, là? Est-ce que ça t'a servi ou pas tant que ça? Oui, c'est ça, ben, c'est tellement ça. En fait, je disais, comme je disais, on partage un même stigmate, en fait. Quand j'étais en Belgique, quand je parlais avec les femmes de confession musulmane, dès que je disais que j'étais d'origine libanaise et que j'ai intégré 2, 3 mots en arabe, ça les relaxait directement. Ah, c'est ça. Bien que je ne suis pas musulmane, Al-Khouri, ça veut dire le prêtre en français. Mais ça les mettait totalement à l'aise. Après, au Liban aussi, c'est le fait que je leur disais, on peut pas, en Liban, ils sont trilingues, toutes, généralement. On parle français, anglais, arabe. Je disais, on peut parler en arabe. Mais le fait qu'on le fasse en arabe, on avait un lien. Le fait que j'étais d'origine libanaise, on avait un lien. Et le fait que je m'intéresse et que je m'intéresse à l'islam, pour eux, c'était comme si je voulais peut-être, comme j'ai quand même assez de connaissances sur l'islam et que je savais interagir avec elle, j'étais peut-être sur la transition de peut-être de devenir, convertir en quelque voilà, sorte. me convertir à l'islam. Et aussi, il y a un truc, à cette époque-là, j'avais une petite maladie auto-immune à cette époque. Mais du coup, je devais à un moment donné, à cette époque-là, je portais une petite casquette. Juste parce que j'étais obligée, où je portais un voile en mode africaine, pas parce que c'était un style, c'est parce que pour ma condition physique. Et du coup, elle pensait que j'étais sur le point de la conversion, alors que non du tout. C'était pas fait exprès, c'était juste qu'à cette époque-là, j'étais comme ça. Mais je sais que si je ne parlais pas arabe ou que j'avais pas un lien avec elles, je pense que ça aurait été plus compliqué. Par exemple, au Liban, j'ai été au sud du Liban, c'est le bastion du Hezbollah, c'est à la frontière israélienne. Je ne pense pas que j'aurais été acceptée si je ne parle pas arabe, que je ne suis pas d'origine libanaise et que j'ai aucun jugement en fait. Il faut vraiment avoir aucun jugement quand tu parles avec des personnes comme ça. Et il faut savoir avoir de la répartie, je pense.
Mais je pense que oui, notre lien, je dis ce stigmate parce que je le dis, même si quand tu me regardes, je suis blanche, rousse, tout ça, je m'appelle El Khoury. Oui. Je rencontre du monde, ils font ah, Madame El Khoury, c'est vous? Ben ouais. Ils sont choqués de voir que je ressemble à ça. Et je le vois directement, la dynamique de la personne est totalement différente. Alors, si c'est avec moi, j'imagine même pas avec des autres. Et Ouais. du coup, on a ce petit stigmate, je dirais, en commun. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ah oui, déjà, juste au début, tu disais parce que tu as une partie de ton identité qui est libanaise, on te pose tout de suite la question par rapport à la religion musulmane, alors que, tu sais, dans les faits, ça n'a pas C'est rapport. ça. Fait que c'est fou comment l'identité Ouais. de quelqu'un, mais pas juste l'identité qu'on se donne ou les identités qu'on se donne, mais les identités Qu'on se qu'on fait reflète imposer, puis que les ouais. gens perçoivent, essayent d'interpréter nous, bon, des fois à leur avantage. C'est fou comment ça peut influencer une recherche, puis dans ton cas, ça t'a permis justement de faciliter les choses, les relations. Là, j'aimerais ça qu'on parle un peu, Émilie, de ton poste actuel, donc de chercheuse postdoctorale au Centre for International and Defense Policy à l'Université Queen. Peux-tu nous expliquer, j'imagine que ton parcours t'a un peu mené là, à ce que je comprends de ce centre-là? Oui, en fait, le truc, c'est que mon rêve, c'est d'être professeur. Et en fait, quand tu finis ton doctorat, on te le dit pas, mais pour être professeur, il te faut un postdoctorat. C'est le mini passeport. Et du coup, quand j'ai fini ma thèse, j'ai pris quelques mois off et puis j'ai été chargée de cours à l'Université Laval. Et puis ma vie personnelle m'a fait que j'ai été vivre en Alberta. Et j'étais chargée de cours à l'Université d'Alberta à Lethbridge University. Et je postulais et on me disait toujours, ah, votre CV est bon, mais il faut que vous ayez plus d'articles. Et en fait, c'est ça, c'est pour être professeur, il te faut plus d'articles. Mon CV de l'enseignement était parfait, on va dire, entre guillemets, parce que j'ai toujours enseigné quand j'étais étudiante. Et du coup, j'ai commencé à magasiner sur Internet, voir qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme postdoc. Et j'ai vu cette offre-là. Ils cherchaient une postdoc sur les forces armées. Moi, je ne travaille pas sur les forces armées parce que les forces armées, c'est vraiment le contre-terrorisme. Et moi, je travaille sur le terrorisme. Du coup, j'ai appliqué, j'ai contacté cette prof et j'ai envoyé une lettre de motivation et je lui ai dit qu'on avait en commun le genre et la violence et que j'aimerais bien travailler avec elle. Et en fait, ça a super marché et depuis, ben, on a eu une entrevue, elle m'a accepté directement et qui fait que là, je travaille sur les Women, Peace and Security. C'est une sorte de, on va dire, de règles que les 32 nations à l'OTAN doivent intégrer ou appliquer dans leurs forces armées pour qu'il y ait une meilleure intégration des femmes dans les forces armées, mais aussi au niveau des populations locales. Ça veut dire que quand ils vont, je sais pas moi, en Afghanistan ou ailleurs, que les forces armées soient mieux acceptées par les populations locales. Et ils se sont rendus compte que quand il y a des femmes, ben, ça fonctionne mieux. Ils se sont rendus compte que le lien entre les femmes et la population locale fonctionne mieux que s'il y avait juste des hommes. Et en fait, j'avais appliqué à ce sujet-là parce que je ne sais pas si vous connaissez le groupe Humanitarian System. C'est un groupe, c'est un programme militaire qui a intégré des experts et des anthropologues américains. Oui, ça a suscité beaucoup de débats. Oui, c'est ça. Et en fait, je pense que ça a été le début en fait pour intégrer les WPS parce qu'avec dans ces Humanitarian Systems, ils se sont rendus compte que quand ils avaient des femmes dans les groupes armés, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait mieux dans des régions où c'est très patriarcat, où c'est très difficile de rencontrer des femmes. Ben oui. Et du coup, je pense que c'est vraiment en fait le grand-père en fait des WPS. C'est ce que je dis à ma superviseure, qui fait que voilà, c'est pour ça que je travaille sur ça. Et là, du coup, on fait une recherche sur la différence entre comment ils ont implémenté les WPS, Women, Peace and Security, dans les forces armées belges et canadiennes. Parce que je suis belge, je me dis, bah, pourquoi pas les Ben oui, c'est différencier. ça te permet de faire ça. C'est ça. Du coup, c'est ça le sujet. C'est un peu différent de ce que je fais, mais je travaille toujours avec des femmes, toujours sur la violence, mais en même temps, cette violence peut être perçue comme terroriste ou pas, selon comment tu l'aperçois quand tu es sur par exemple, comment tu l'aperçois quand tu arrives sur un terrain en tant que tel, parce que le concept du terrorisme, c'est un acte de terreur qui est perçu
en fait, par les populations ou pour la personne ou autre. Du coup, il y en a qui vont dire que c'est du terrorisme, il y en a qui vont te dire que c'est du contre-terrorisme, tu vois. Du coup, c'est pas tellement différent de ce que je faisais avant. Oui, puis en plus, on dit tout le temps, tu sais, c'est intéressant des fois d'aller contre-vérifier, tu sais, dans le groupe opposé ou dans un autre groupe, nos perceptions. Fait que ça peut être intéressant, là, de travailler sur les gens qui ont des membres de leur famille qui s'engagent dans des actions terroristes. Bien, ça peut être intéressant d'aller voir d'un point de vue militaire, c'est quoi la perception aussi, tu sais. C'est ça, ouais. Fait que concrètement, ça ressemble à quoi faire ton postdoctorat? Est-ce que tu es présentement dans des projets de recherche? À quoi ça ressemble un postdoctorat concrètement? En fait, le postdoctorat te permet de publier le plus possible. Parce que c'est un temps latent, en fait, battant entre ta thèse et pour être professeur. Et c'est aussi un moyen de rester dans le monde académique. Parce que dès que tu finis ta thèse, tu es éjecté du monde académique, tu n'es pas chargé de cours. Du coup, si tu veux rentrer, c'est plus compliqué. Tu fais un postdoc ou tu te fais affilier à un centre de recherche. Du coup, tu arrives au postdoc et là, c'est le temps de faire plein de recherches, d'écrire beaucoup au niveau académique, mais aussi vulgarisant. Écrire, par exemple, moi, j'ai écrit beaucoup dans The Conversation sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Qu'on peut retrouver là en ligne, où tu peux aussi passer à la télévision, à la radio, et puis aller à toutes les conférences pour se faire connaître, dire que tu existes, parce qu'en fait, c'est comme une sorte de petit passeport pour te faire connaître partout. Et là, pour l'instant, ben là, du coup, je suis en train de faire ma recherche avec les Belges et les Canadiens. Je suis en train de faire des entrevues avec des personnes qui sont parties en mission à l'étranger et comment ils ont intégré et comment ils perçoivent les WPS dans leur mission à l'étranger. À côté de ça, je travaille sur différents projets aussi. On me demande par exemple de relire des articles. Par exemple, ce matin, il y a un journal qui m'a contacté, qui m'a demandé si je peux relire un article. Je dis que je peux le faire, c'est chouette. Tu te sens reconnue en fait. Quand tu finis ton doctorat, tu es étudiante. Quand tu es post-doctorat, tu n'es pas étudiante, tu es employée. C'est ça. C'est le vraiment collègue. Dans le monde professionnel. Là. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu peux faire autant de post-doctorat que tu veux jusqu'à quand tu arrives à trouver ta perle pour être professeur. Après, si tu veux pas être prof, ça peut t'aider aussi à rentrer dans un autre centre de recherche parce que tu montres que tu as un background au niveau de la recherche qui a du poids en tant que tel. Mon expérience personnelle, moi, je l'adore. Enfin, je suis tombée sur ce que c'est important, je pense, de travailler avec des gens qui sont non toxiques et dans un environnement très bienveillant. Et là, le CIDP où je travaille, ils sont vraiment magnifiques. Dès que je suis arrivée, j'étais OK, je suis bien. C'est vraiment le monde. Alors, on travaille avec les forces armées, mais c'est vraiment... parce que quand tu dis les forces armées, ça peut être sombre et tout, mais pas du tout, en fait. En tout cas, le centre où je travaille, ils sont vraiment bienveillants. Et je suis la seule anthropologue, un peu l'alien, en fait. Ils sont tous politologues. Du coup, j'ai vraiment une perception des choses totalement différente. Par exemple, Hier, on a passé le comité d'éthique des forces armées parce que je dois passer un comité d'éthique pour travailler avec les forces armées canadiennes. Et là, en fait, je leur disais que moi, quand je fais mes entrevues, j'anonymise tout, mais je demande toujours à mes participantes de me donner un pseudonyme. Ça veut dire, par exemple, je te dis comment tu veux t'appeler. Ok, Amy, je te mettrai Amy parce que tu peux te retrouver dans ma recherche. Et là, la dame, elle me fait, ah, nous, on met des numéros. Et je fais, bah, moi, je veux humaniser les personnes. Je les humanise, tu vois. Et c'est intéressant, ma façon de voir et la façon des politologues qui est tellement différente, mais c'était chouette de voir la différence. Du coup, si vous voulez être professeur, je vous dis, faites un postdoc. Si vous ne voulez pas rester dans le monde académique, ne le faites pas, mais je pense que ça peut être... Conseil d'amis. Sachez dans quoi vous vous embarquez. On prend des notes, gang, on prend des notes. Ouais, c'est ça. Et ne restez pas, et si vous n'aimez pas votre postdoc, changez, c'est un travail. Oui, c'est ça, c'est pas une thèse, tu changes. OK. Pas de souci. Non, c'est intéressant, c'est rafraîchissant à entendre. Oui, on a le droit on a le droit d'essayer puis de changer. Ben écoute, Émilie, pour vrai, merci pour ce partage-là. On voit le temps passer et je pense que c'est le moment du Culture Pop! Alors, Émilie, tu vas nous présenter une œuvre
là, c'est tombé direct dans mon cœur parce que je suis une grande fan de théâtre. Et tu vas nous parler de la pièce En attendant Godot de Samuel Beckett. Donc, un grand classique du théâtre absurde. Le plancher est à toi, on t'écoute. Oui, en fait, quand vous m'aviez demandé quelle est quelque chose qui te... quelle œuvre d'art ou autre que tu aimerais expliquer là, j'ai pensé directement en entendant Godot en fait. En fait, c'est une œuvre d'art une pièce de théâtre qu'on avait dû lire en fait, c'était obligatoire. Quand j'avais 16 ans, c'était en première, je faisais le lycée français et on est obligé d'avoir des cours de littérature. Et c'était une œuvre qui m'avait touchée. Et en fait, je me rends compte que quand tu la lis, tu peux la lire une centaine de fois. Et en fonction de comment ton mood, tu peux la comprendre d'une façon différente. Parce qu'elle t'explique en fait la condition humaine, mais aussi le sens de ton existence. Et en fait, si je peux réexpliquer un peu l'histoire, c'est du coup l'histoire de cette pièce de théâtre. C'est deux personnages, Vladimir et Estragon, qui attendent quelqu'un qui s'appelle Godot et qui va jamais apparaître. Et en fait, ils l'attendent toujours. Et entre-temps, il y a plein de personnes qui vont passer. Et en fait, on voit l'ennui, on voit la joie, toutes des situations que tu peux suivre, que tu peux avoir en fait dans ta vie de tous les jours. Et qui fait que cette attente, cette incertitude qu'on a tous en fait, et on cherche toujours quelque chose. Par exemple, moi, là, je suis au postdoc, et je me dis, qu'est-ce que je vais être professeur? Qu'est-ce qui va se passer après au niveau professionnel, mais aussi je sais pas, moi, ta condition personnelle, tes relations personnelles et tout. Puis aussi, dans la thématique, je trouve qu'on parle beaucoup de cette condition humaine et cette déshumanisation qui est surtout en ce moment-là, à mon sens, avec ce qui se passe dans l'actualité internationale. Je pense que c'est hyper intéressant de retourner dans cette pièce de théâtre et d'aller la lire et de voir vraiment ce côté déshumanisant qui est hyper intéressant. Et puis cet espoir et ce désespoir tout le temps en se disant, on attend cette personne-là, mais est-ce qu'elle va arriver? Et puis après, ils ont l'espoir, puis elle va jamais arriver. C'est comme si tu dis à une personne qui est célibataire, oui, un jour je vais trouver l'amour de ma vie. Puis en fait, non, ben, elle perd le désespoir. Puis après-demain, elle fait, oh non, t'inquiète, je vais le trouver, tu vois. C'est vraiment, Godot, c'est tout en fait. C'est comme, ça peut représenter l'amour, la peur, le futur, le stress, l'excitation. Et du coup, je trouve ça trop chouette en fait. Et je le lis tout le temps. Oui, ben c'est ça. Puis ce qu'on comprend, c'est que Godot, il n'y a aucune précision sur qui ou qu'est-ce que Godot. Fait que ça permet vraiment, justement, ces lectures multiples-là, parce que, comme tu dis, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que... Il n'y a aucune précision, puis l'auteur a fait par exprès pour pas mettre de précision, puis à toutes les fois que les gens ont des hypothèses de « Hey, Godot, God, est-ce que c'est Dieu? » Beckett, il est genre « Non, gang! Non, c'est Godot! » tu sais. C'est ça. C'est ça, il y en a qui diraient c'est l'univers en fait. C'est ça. Si tu crois en quelque chose, Mais l'univers peut tout et n'importe quoi, tu peux le trouver n'importe où et n'importe quand. Du coup, c'est hyper intéressant, je trouve, et en fonction de ton état d'esprit, si tu le relis, tu vas le comprendre de façon différente. Et c'est aussi méditatif, je pense, parce que tu te poses des questions personnelles, tu te remets en question, mais tu reframes la situation d'une façon positive et pragmatique en disant, OK, j'attends, mais j'ai un espoir. Je sais pas, je fais ma philosophe, mais je trouve qu'il est vraiment mais c'est tout à fait à propos. Puis je pense que c'est pas anodin pourquoi, en attendant, Godot est devenu un si grand classique du théâtre absurde, parce que c'est littéralement, c'est une comédie philosophique. Ça porte à la réflexion, là, puis ça ouvre cette porte-là. Il y en a d'autres, là, des grands classiques du théâtre absurde. On peut penser à Ionesco, puis toutes ses œuvres, le Rhinocéros, par exemple. Mais en attendant, Godot, c'est vraiment, je pense que ça a été vraiment pensé et reçu et écrit. En fait, Samuel Beckett, il disait qu'il l'avait écrit pour briser l'ennui, justement. Là, après avoir écrit des œuvres où il y avait plus de personnages et d'intrigues, il était comme là, j'ai besoin d'un break, puis il a écrit En attendant Godot pour ça, en fait. Fait que je pense que ça se ressent aussi, son espèce de désir de laisser de l'espace aux gens pour souffler, réfléchir et tout ça. Là, je pense que ça se ressent dans son écriture également.
Oui. Puis d'ailleurs, j'en profite pour le plugger, mais Samuel Beckett, auteur irlandais. Oui, c'est pour ça, Vicky, c'est pour ça. Fait que ça allie deux de mes grandes passions, la culture irlandaise et le théâtre. Vicky se dévoile. J'adore, puis en même temps, tu peux comprendre, tu peux aussi mieux comprendre les relations que tu as avec les gens, les relations amicales, relationnelles, plus, moins plus. Enfin, je trouve ça... C'est vraiment l'œuvre que toute personne doit lire, en fait, et relire, et relire, et relire. C'est un beau cadeau, en fait, en mon sens, si vous offrir un cadeau à quelqu'un. Ouais. Ben, moi qui ne l'ai jamais lu, ben, j'ajoute ça à ma liste ben oui, je l'ai, je pourrais te le prêter éventuelle. si tu Fantastique, merci Vicky. De toute façon, ma bibliothèque est ta bibliothèque, Laurence. Oui, c'est vrai. Donc, sur ce, merci tellement, Émilie, pour le bel échange. Ça a été tellement intéressant d'entendre ton expérience de terrain. Pour ceux et celles qui veulent en apprendre un peu plus, ben moi, je vous invite très, très fortement à aller sur le site d'Anthropoblog. Donc, Anthropo, parenthèse B, parenthèse log. Laval, et ton article sur Anthropoblog s'intitule « Ethnographier des femmes musulmanes face à la radicalisation violente au nom de l'islam. Retour sur un parcours de recherche doctorale ». Et justement, il faut descendre un petit peu là, parce que ça a été publié en juin 2021. Autrement, tu nous parlais tout à l'heure que tu as, dans une optique de vulgarisation, tu as publié plusieurs articles dans The Conversation. J'ai fait une petite recherche sur le web avec mes petits doigts. C'est une organisation non-profit organisation, là, donc à but non lucratif, disons. C'est un site de nouvelles, mais qui sont rédigées par des chercheurs pour offrir une meilleure compréhension d'enjeux complexes. Et d'ailleurs, ma foi, t'as produit sur ce truc-là, parce qu'en tapant ton nom, je tombe sur 5 articles publiés en 2023 ou 2024. Fait que t'es une femme efficace et occupée. Pas le temps de niaiser. Donc, c'est écrit en anglais, mais ceci dit, s'il y en a qui veulent aller lire tes articles et qui se débrouillent en anglais, c'est possible de le faire. Là, c'est theconversation.com. Puis j'aime beaucoup leur logo, Academic Rigor Journalistic Flair. Rigueur académique, flair journalistique. J'aime ça. Je trouve que c'est... Il faut, en fait, il faut que tu sois étudiant en doctorat ou en maîtrise, que tu es affilié à une université ou à un centre de recherche. Ils veulent vraiment des gens qui ont un background académique c'est ça. Et, pour pouvoir publier là-bas. Et en fait, c'est parce que ce qui se passait au Moyen-Orient, j'avais juste envie d'en parler d'une façon sans émotion, mais basée sur les faits. Et juste remettre un peu, réexpliquer c'est quoi le terrorisme, réexpliquer ses conséquences et réexpliquer un peu ce qui se passe dans cette région-là du Levant, qui est peut-être parfois mal comprise. Et pourquoi en anglais alors que je suis francophone de base? Parce qu'on lit plus en anglais, on est mieux lu. Là, regarde, là, j'ai publié ces articles, j'ai été lu plus de 50 000 fois, parce qu'on peut aller voir, c'est dingue, en fait. Tu as des personnes, du coup, qui me contactent, ils me disent « Ah, merci d'avoir publié ça ». Et juste pour ceux qui ne parlent pas anglais, il y a mon meilleur ami deepl.com. C'est un site pour traduire dans toutes les langues. Du coup, vous mettez l'article et il traduit bien. Bon, mais ça, c'est intéressant parce que justement, c'est un bon allié. Oui, c'est ça. Voilà, on se comprend. C'est ça. Puis effectivement, malheureusement, en sciences sociales, on a plus de chances d'être lu si on rédige en anglais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Laurence et moi, on a voulu mettre de l'avant l'anthropologie francophone canadienne dans notre podcast, parce que justement, il n'y a pas beaucoup de plateformes qui mettent de l'avant la francophonie dans la recherche au Canada ou en Amérique du moins. Puis on a des voix. Nous aussi, on veut se faire entendre en français, puis on veut écouter en français. Ceci étant dit, tes articles ont de l'air super intéressants, d'autant plus que tu abordes des sujets d'actualité, notamment les confrontations Hezbollah-Israël. Donc, ça peut s'ancrer vraiment dans l'actualité, une actualité qui est
pas si simple à comprendre. Donc, tout le monde, si vous cherchez des lectures, je vous dirige vers The Conversation ou encore, si vous préférez lire en français, l'Anthropoblog. J'ai ici écrit un dernier article dans l'Anthropologica qui parle du terrorisme en français. Super. Dernier. En fait, ils m'ont invité l'année passée pour écrire comment une anthropologue perçoit le terrorisme. Du coup, c'est ça, c'est intéressant parce que moi, je me souviens, j'avais fait un cours sur le terrorisme à l'Université Laval, mais c'était en sciences politiques. Fait que je trouve ça vraiment intéressant de voir une perspective anthropologique sur le thème. Puis si en plus, c'est paru dans Anthropologica, qui est la revue de la Société canadienne d'anthropologie, gagne. Une perspective féminine aussi. Perspective féminine, anthropologique. C'est très, très intéressant à aller lire, assurément. Donc, on va mettre tous les liens en description de l'épisode. Alors, ça devrait être facile à retrouver. Sinon, on va les mettre dans nos publications sur les réseaux sociaux. Sur ce... Merci, Émilie. Merci. Pour ta générosité, ton temps, ton ouverture. Ce fut très, très, très intéressant. Effectivement. Et comme on le dit à la fin de chaque épisode, intéressez-vous à l'anthropologie et surtout, ne boudez pas votre plaisir. On se retrouve le mois prochain. Au revoir. Yes. Bye. Bye. Merci.